Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on se retrouve avec Stéphane Atto, président de la Fédération française de force. On va discuter justement ensemble. On va répondre aux questions que vous, les licenciés, vous avez posées justement dans la dernière publication que l'on a faite ensemble sur les réseaux. Stéphane Atto, bonjour, j'espère que ça va. Bonjour Florian, ça va très bien. À part que j'ai un peu la crème aujourd'hui, Un donc peu la crème, je vais parler un peu du nez, mais bon voilà, quoi. Sinon ça va. On est deux. Voilà. Deux. On est au cœur des championnats de France junior ce week-end. Ouais. Déjà, comment tu trouves que ça se passe, la compétition? Très bien, très bien. D'abord, je voudrais remercier le club de Nancy, son président Stéphane Sana et toute son équipe d'avoir organisé cette compétition. Et ça se passe très bien parce que compte tenu du nombre de jeunes qu'on a aujourd'hui, cet afflux important de cette nouvelle génération où on était obligé d'éclater les championnats de France tellement on avait de monde. Les championnats de France sont surchargés. Hier samedi, on a commencé le matin à la pesée à 7h, on a fini à 21h30. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Donc il faut derrière une grosse équipe de bénévoles motivés et ça se passe super bien à Nancy. Et ben voilà, croisez les doigts que ça continue Voilà. pour ces deux autres jours. Stéphane, on va commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas trop, par une présentation. Qui es-tu et ça fait combien de temps que tu es à la fédération? Alors, moi, donc, je m'appelle Stéphane Atto, j'aurai 57 ans cette année. Je suis dans le milieu de la force athlétique depuis 1985, donc ça commence à compter. J'ai été d'abord athlète à la fin des années 80, j'ai fait 85, 90 à peu près. J'ai été en son temps champion de France junior de coucher et de force. Mais bon, c'était la préhistoire, avec des performances qui aujourd'hui ne me permettraient même pas d'être qualifié au championnat de France. Donc j'ai été d'un modeste athlète d'un petit niveau national. Et puis assez rapidement, je suis devenu arbitre. Et puis à l'époque, moi j'ai connu une époque où on avait absolument besoin de personnes qui s'occupaient de la discipline. Donc très très vite, j'ai été amené à m'occuper de tout un tas de choses. J'ai emmené les équipes de France un peu partout. Et puis en 93, moi j'étais de la Fédération française de la force. Une fédération qui était dissidente de la fédération de l'haltérophilie. Et en 93, le ministère nous a demandé de rejoindre la fédération délégataire. Donc j'ai rejoint la fédération délégataire et j'ai fait partie du premier comité directeur de la force réunie. Donc je suis dans le comité directeur de la force depuis 1993 et j'en ai pris la direction en 2001 quand mon prédécesseur Georges Gérard a décidé d'arrêter. Donc je dirige la force depuis 2001. J'étais président de la commission sportive nationale de force athlétique au sein de la Fédé d'Altéro de 2001 à 2009. Après, j'ai passé à la main à Xavier. Moi, à partir de 2009, je me suis occupé essentiellement, j'étais trésorier de la Fédé d'Altéro et je me suis occupé de l'organisation des championnats du monde d'haltérophilie à Paris en 2011. Et puis, quand il a fallu partir, parce que les haltérophiles nous ont virés, la Fédération internationale a décidé qu'il fallait séparer les disciplines, j'ai créé la Fédération française de force. On a retroussé les manches essentiellement avec Xavier et quelques personnes et on a monté cette fédération. Il a fallu tout monter de A à Z et donc j'en suis le président depuis maintenant 2015. Ok. Et donc tu occupes d'autres postes également au niveau du comité olympique? Voilà, alors depuis 2020 je suis administrateur du comité national olympique et sportif français. Il faut savoir que rapidement le comité olympique a reconnu la fédération, le premier organe international et étatique, on va dire comme ça, à avoir reconnu la fédération, c'est l'IPF. L'IPF nous a reconnu dès notre création en 2015. On a eu le ministère des Sports qui nous a reconnus avec l'agrément de la fédération en octobre 2015 et le comité olympique nous a reconnus en mai 2016. Okay. Et donc moi je me suis présenté en 2020, j'ai été élu donc administrateur, j'ai été réélu dans la nouvelle équipe en 2021 et aujourd'hui donc je suis membre du bureau exécutif du comité olympique français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je fais partie des 20 personnes qui dirigent le comité olympique français. Et mon rôle dans ce comité, je suis chargé de la culture olympique. La culture olympique, c'est-à-dire ce sont tous les rapports entre le sport et les arts, le sport et l'histoire, le sport et la collection. Alors pourquoi on m'a confié cette mission? Pas parce que je suis président de la Fédération française de force, mais parce que j'ai une autre casquette. Je suis aussi président de l'Association française des collectionneurs olympiques et sportifs. Je suis un grand collectionneur de tout ce qui concerne les haltères. Et donc, étant président de
de cette association, qui est membre associé du comité olympique, on m'a demandé de gérer la culture olympique. Ça va de soi, c'est naturel du coup. Oui, ça fait partie du reste. Bon, après, c'est sûr que ça prend du temps tout ça, hein. Je suis quelqu'un d'occupé, mais voilà, moi je suis un passionné, donc pour moi c'est pas un problème, quoi. C'est pas un problème. Je peux comprendre, quand on est passionné, on veut s'investir à 100% Voilà. dans ce que l'on fait. Voilà. Et bien on va commencer par les questions que les adhérents, les licenciés nous ont posées. Avec une première question qui est pas mal revenue. Notamment vis-à-vis on parlait beaucoup du nombre qui explose de participants au championnat de France. Comment expliquer le changement des minima France et surtout en fonction des catégories? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on fait face à un afflux d'athlètes qu'on n'avait pas forcément anticipé, qui est dû à une multitude de choses, hein. La force athlétique aujourd'hui est en train de complètement exploser, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire que j'ai utilisé un mot fort, mais qui n'est pas dans mon esprit trop fort. On vit une révolution. On vit une révolution à l'heure actuelle dans notre discipline. Qui est lié à quoi? Qui est lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est d'abord le sport non équipé. Pendant très longtemps, le powerlifting a été équipé, et étant équipé, il était réservé à des spécialistes, à des personnes qui savaient gérer le matériel, ce qui est quand même très compliqué. Donc ce sport d'élite faisait qu'on était un sport de niche, pas ouvert au grand public. Le fait de retirer l'équipement et maintenant de venir avec ce que vous connaissez, bandes genoux et singlet simple, ça a amené pas mal de personnes. Tout le monde fait du squat dans les salles de musculation, tout le monde fait du développé couché. Tous ceux qui en faisaient, ils ont pu venir faire notre discipline puisqu'il n'y avait plus d'équipement. On a attiré des femmes, et on avait peu de femmes avant parce que les maillots de coucher, c'était quand même pas très féminin, ça compressait la poitrine, les bancs de genoux, ça laissait des marques sur les cuisses, etc. C'était pas trop fait pour attirer les femmes, et le matériel était cher. Un matériel complet, ça coûtait plus de 1 000 €. Donc, le fait d'avoir retiré le matériel, déjà, ça a démocratisé la discipline. Après, deuxième facteur très important, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont fait exploser notre discipline. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on est connu et qu'on a des personnes qui viennent faire de la force. Et ça, franchement, la révolution, je pense que c'est l'élément principal, elle vient de là. C'est ce qui nous a fait vraiment connaître. Avant, personne ne savait ce que c'était que la force athlétique. Aujourd'hui, je rencontre des gens qui me disent « Qu'est-ce que tu fais ?» Je suis président, je m'occupe de la force athlétique. Ah ouais, ils savent. Oui. Il y a 20 ans, avant, il fallait expliquer. Il fallait leur dire la différence entre l'haltéro et la force. Aujourd'hui, ils savent ce que c'est. Je ne dis pas que le grand public, le kidam le sait, mais des gens qui font du sport, ils savent ce que c'est que la force athlétique. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, je pense que c'est la qualité d'organisation des compétitions. Aujourd'hui, on a mis le paquet. On a mis André Peters avec toute son équipe pour mettre en place toute la partie scénique de la compétition. On a fait des championnats de France un show où il y a de la musique, où il y a de l'ambiance, et tout ça, ça passe super bien sur les réseaux sociaux. On a mis plus de 200 000 € de matériel sur place. Quand Dédé vient avec son équipe, il y a 15 heures d'installation pour une compétition. Il y a 12 heures de démontage, avant-après. 15 heures avant, 12 heures après. Donc on a énormément de matériel. On a un live qui passe sur notre chaîne YouTube. Maintenant, on a mis en plus cette année des commentaires. Ça, c'est pareil. C'est une vitrine extraordinaire pour la fédération. Et je pense qu'il y a un quatrième élément qui a permis à la discipline de se développer, ce sont les prescripteurs. On a aujourd'hui une équipe de France féminine qui est championne du monde depuis 2 ans. On a une équipe masculine qui est dans les 1 et 3, entre 1 et 3 au niveau des meilleures équipes au monde. Et là-dedans, on a des gens très médiatiques. Je vais en citer 2-3. C'est pas faire offense aux autres que de ne pas les citer, mais c'est pour vous donner les athlètes emblématiques. Lia, par exemple. Priscilla Bavoil, elle a 160 000 followers sur Internet. Je veux dire, pour nous, c'est du pain béni. Pana, il a 100 000 followers sur Internet. Et il n'y a pas que Tiffany, Noémie, toutes ces personnes qui sont médiatiques
eh bien, elles sont des prescripteurs extraordinaires pour nous. On a des filles qui sont jolies, qui sont bien faites, et tout le monde veut, enfin tout le monde, beaucoup veulent ressembler à Lia, veulent ressembler à Tiffany, parce que elles sont sportives, elles sont athlétiques, elles sont belles, et ça pour nous c'est du pain béni. Tout le monde veut suivre les conseils de Pana ou ressembler à Pana, parce que ce sont des athlètes qui sont vraiment très très médiatiques, et ça nous a fait énormément de bien. Ça fait une belle vitrine. Ah. C'est extraordinaire. Alors sur les minima, pour répondre à la question, parce que j'ai quand même un peu dévié, sur les minima ça sert à quoi? Les minima, ça sert à ce que les championnats de France soient gérables. C'est quoi un championnat de France gérable? On peut difficilement passer plus de 50 athlètes par jour. Ça veut dire qu'un championnat de France qui dure 2 jours, il faut à peu près être à 100 athlètes. On peut monter à 110. Au-delà, c'est des journées marathon. Hier, on a passé 65 personnes. Mais on a fait la pesée à 7h, on a fini à 21h30. Alors, on peut le faire une journée, mais pas 2, parce qu'on est crevé. Les arbitres sont crevés, les chargeurs. On a une équipe de chargeurs, ils sont sur le pied de guerre depuis hier. Donc concrètement, voilà, on s'est limité à peu près à 50. Les minima, ça sert à ça. Ça sert à ce que les championnats de France soient gérables. Donc on les augmente en fonction du nombre de personnes qui sont qualifiées par rapport à des critères qu'on a mis en place et qui sont des critères pas forcément scientifiques, mais des critères qui nous permettent d'avoir des pourcentages pour gérer ce surplus. Alors aujourd'hui le problème c'est les jeunes. Les jeunes, on est complètement à la ramasse, là je le dis. On n'avait pas anticipé cette vague de jeunes qui arrive. Pour vous donner un exemple des jeunes aujourd'hui, bon an, mal an, on avait 120, 130 jeunes. Quand je dis jeunes, sub-junior, junior. Sub-junior 14-18, junior 18-23. On avait, bon an, mal an, 120, 130 jeunes qui étaient qualifiés au championnat de France. Donc on les faisait sur 2 jours. Après les dernières, on les a fait sur 3 jours parce qu'on a eu 150, 160. Là, on a 360 personnes qui sont qualifiées au championnat de France. Avec une augmentation en plus. Avec une augmentation des minima l'année dernière. C'est-à-dire, on s'y attendait pas. C'est pour ça que je dis que on vit une révolution. Tous les jeunes, ils veulent faire de la force athlétique. Tous les jeunes. Beaucoup de jeunes veulent faire de la force athlétique. Donc aujourd'hui, on a éclaté les championnats de France. Les juniors à Nancy, et on a, je ne sais plus combien, 170 ou 180 personnes à faire passer en 3 jours. On a du journée marathon. Et on va à Beuzeville dans 15 jours. Là aussi, on le fait sur 2 jours et demi. Donc concrètement, 5 jours et demi de compétition. Alors qu'est-ce qu'on a décidé? De remonter un peu les minima. Mais là, honnêtement, on ne peut pas décemment remonter les minima pour refaire les compétitions de jour, sinon on mettrait des minima qui sont du niveau international. Donc après, c'est pas normal. Qu'il y ait trop de jeunes au championnat de France, c'est pas normal, mais qu'il n'y en ait pas non plus beaucoup et que personne ne puisse se qualifier sauf l'élite, c'est pas normal non plus. Donc ce qu'on a décidé pour l'année prochaine, on fait un essai. On va organiser les championnats de France de jeunes sur 1 semaine. En pleine semaine, du samedi au samedi. Okay. Voilà, c'est exclusivité. Du samedi au samedi. C'est une idée de la Ligue Île-de-France qui nous a dit ça, et ils nous ont dit, on les organise. Donc ça veut dire, alors on fait ça quand? Au mois d'avril, pendant les congés, pendant les vacances scolaires, au moment où il y a 2 zones qui sont en vacances. Alors c'est sûr, il y a une zone où les athlètes vont être lésés, parce qu'eux, ils n'auront pas de vacances. Mais, comme je l'ai dit hier à l'Assemblée Générale, nous, fédération, des jeunes donc, qui vont louper les cours, parce qu'ils vont vouloir venir au championnat de France, on fera des attestations. Ils appellent la Fédé, on fera des attestations comme quoi ils sont bien qualifiés au championnat de France, que ça a lieu à telle date et que ça serait bien de les laisser partir et de les excuser pour leur absence. Mais c'était ça, ou alors il fallait éclater le championnat de France en 3. Mais il nous faut des lieux pour organiser. C'est ça le problème. Donc là, Saint-Germain, puisque je vous parle, c'est Anis Azuka qui va s'en charger. À Saint-Germain, on fera ça pendant les vacances scolaires, du samedi au samedi. C'est un essai. Si c'est pas bien, on reverra notre copie. Si c'est bien, on continuera, mais il faudra trouver des clubs pour organiser toute une semaine, ce qui est quand même pas évident. Ça me fait rebondir sur une question où pendant l'année 2020, on avait prévu, la fédération avait prévu de faire un championnat de France de 2e division. Est-il envisagé d'en refaire une sorte de championnat de ce style? Alors, le championnat de France 2e division, ça fait longtemps qu'on m'en parle. J'ai toujours dit, et je continue à le dire, que ça peut se faire, mais aujourd'hui, je pense, même encore aujourd'hui, qu'on n'a pas la matière. En gros, pendant très longtemps, on a eu 2300, 2400 compétiteurs en force athlétique. Aujourd'hui,
on a augmenté de 50%. On est passé à 3700. Je pense que ce n'est pas encore suffisant pour faire un France B. Moi, je pense que, après, ça reste mon avis, hein, il faudra regarder un peu les chiffres et l'organisation, mais je pense que voilà, quand on sera à peu près à 5000 compétiteurs, parce que je pense que ce n'est pas débile que d'en parler aujourd'hui, on pourra, je pense, organiser un France B. Parce qu'il faut qu'il y ait de la matière. Aller au championnat de France, c'est réservé, peut-être pas à l'élite, mais en tout cas à la pré-élite. L'élite, c'est l'international. À la pré-élite, si vous avez 80% des jeunes qui vont au championnat de France, ça n'a pas de sens au championnat de France. Donc, faire des France B pour envoyer quasiment tout le monde au championnat de France, c'est pas l'intérêt. Moi, j'ai fait de l'athlé, j'étais de niveau départemental, j'étais une fois de niveau régional. Il y a un classement, tout le monde va au championnat de France en athlé. Oui. Bah, c'est pareil en force. La force athlétique n'est pas à être galvaudée où tout le monde va au championnat de France et c'est la fête, c'est la foire au cochon, quoi. Non. Donc, il faut des athlètes de niveau départemental, il faut des athlètes de niveau régional qui n'iront pas au-dessus parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et il faut du national. Donc, on ne va pas envoyer 80% d'une classe d'âge au championnat de France. Donc, je pense que quand on aura 5000 athlètes et que on aura, je sais pas, 20% qui vont aux France A et 20% aux France B, on aura 40% des jeunes qui font les nationaux, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc pour l'instant, je ne suis pas fermé, je pense que ce n'est pas forcément encore le moment, voir si au niveau des jeunes, ça continue à augmenter, peut-être que c'est la première catégorie où on pourrait faire des France B. D'accord. Et en plus, la fédération a revu le système de saison où il n'y a plus, maintenant c'est du 1er janvier au 31 décembre, on peut faire des open, des compétitions un peu toute l'année, donc il y a beaucoup plus de compétitions qu'auparavant. Donc déjà, ça compense. C'est ça. C'est-à-dire que ça, donc, j'ai initié cette révolution, hein, on parle de révolution du nombre de compétiteurs et des pratiques. Aussi, moi j'ai changé quelque chose qui était établi depuis la nuit des temps. Moi j'ai toujours connu la force athlétique organisée de cette manière, que tout le monde a connu. On démarrait la saison en septembre, on commençait par les premiers pas, championnats départementaux, régionaux, interrégionaux et les France. C'était immuable depuis 35 ans. J'ai complètement changé cette façon de faire. Aujourd'hui, maintenant, la saison sportive démarre au 1er janvier, elle finit au 31 décembre. La licence est valable 1 an, de date à date. C'est-à-dire que si vous prenez la licence aujourd'hui, on doit être le 8 avril, on est le 9 avril, elle sera valable jusqu'au 8 avril 2024, minuit. Okay. D'accord. Ce qui fait qu'on peut prendre des licences toute l'année. On peut prendre des licences toute l'année, alors qu'avant, les licences se prenaient, septembre, octobre, décembre, janvier encore un peu, puis après il n'y en avait plus parce que la licence, elle finissait au 31 août. Oui. Donc là, aujourd'hui, on peut en prendre toute l'année et j'ai demandé aux ligues d'organiser des compétitions toute l'année. Et ça commence à porter ses fruits. C'est-à-dire que bon, les ligues, les habitudes, on l'a dent dure, on la vie dure plutôt. Donc on a du mal à s'en défaire. Donc il y a encore des ligues qui ont organisé pas mal de compètes, début de saison, septembre, octobre, novembre, mais de plus en plus le calendrier se remplit. On a des compètes en janvier, en février, en mars, et je pense que dans les années qui viennent, on en aura toute l'année. Moi, mon but, c'est qu'en France, toutes les semaines, il y ait une manifestation en force athlétique. Voilà, il y a 52 semaines, bon allez, on retire Noël, etc., mais qu'il y a au moins 45 ou 48 semaines où on a une compétition de force athlétique en France et on a aussi aboli la régionalisation. Avant, c'était immuable. Un athlète licencié dans une ligue devait faire toutes ses compétitions qualificatives dans la ligue. Je ne dis pas que c'était bien, que c'était pas bien, etc. C'était le besoin de l'époque qui correspondait à l'organisation de l'époque. Ça, on l'a complètement dépassé. Aujourd'hui, on est dans une discipline complètement chamboulée. Aujourd'hui, n'importe quel athlète peut aller tirer dans n'importe quelle ligue. On a quand même accepté que les ligues gardent des places réservées pour les athlètes de leur ligue. Hein. En général, quand on met 50 places, quand on ouvre une compète à 50 places, on réserve 10 places pour ceux qui viennent de l'extérieur. Bon, ok, mais peut-être qu'un jour, il faudra le retirer, ça, et que ça sera complètement libre et que tout le monde pourra s'installer partout. Le jour où on aura des compètes organisées dans toute la France, eh bien, on pourra largement ouvrir toutes les compètes à tout le monde. Ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir, ça va venir. Et je trouve que nos présidents de ligue, ils ont fait des efforts. Ils ont bien joué le jeu de cette réforme qui, à mon avis, était indispensable dans la nouvelle organisation de la force athlétique. Et ben, ça répond à une question en même temps sur l'organisation justement régionale un petit peu. Eh bien, très bien. On parle des championnats de France. Une question qui nous vient des tom-toms, on va dire. C'est vrai que pour quelqu'un qui habite en Calédonie ou sur l'île de la Réunion, c'est plus compliqué de faire les championnats de France.
Est-il envisagé de faire un championnat de France là-bas? Juridiquement, c'est possible, hein, c'est le territoire français, hein, bien sûr qu'on soit tous contents. Après, il faut vous savez, moi je gère la fédération dans l'intérêt général. Voilà. Pas l'intérêt particulier. Ouais, ça me plairait d'aller passer une semaine sur l'île de la Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. Mais je veux dire, c'est pas le but, quoi. Le coût du voyage pour les clubs. C'est-à-dire concrètement, il y en a plein qui iront pas parce que ça coûte trop cher. Oui. Donc concrètement, l'année où on fait les championnats de France à l'île de la Réunion, il y en a plein qui ne vont pas y aller. Ça va être des titres qui vont être galvaudés. Comment on va faire les compétitions internationales? Enfin, ça pose plus de problèmes que ça en résout pour satisfaire. Et je comprends la demande des ultramarins. Pour satisfaire la demande des ultramarins, on va foutre le bordel dans notre discipline et insatisfaire tout un tas de têtes qui ne pourront pas y aller. Donc, je comprends la demande, mais je pense qu'elle n'est pas envisageable du tout, parce que ça coûterait beaucoup trop cher, quoi. Ou alors le jour où on se déplacera en quelques minutes pour pas cher, je veux bien, mais à mon avis, je serais mort depuis longtemps, quoi. La téléportation. Voilà. Pas mal. Voilà. Toujours sur les championnats de France, ça c'est une question originale, je n'avais pas pensé. C'est une question qui nous parle de la création d'un maillot de champion de France, comme on peut voir dans le cyclisme. Tu en penses quoi? Oui, concrètement, c'est possible, hein. Après, il faut voir l'utilité, quoi. Encore une fois, moi, je dirige cette discipline dans le sens de l'intérêt général. Quand je prends une décision, enfin, je ne prends pas les décisions, mais quand je propose quelque chose à mon comité directeur, je leur dis toujours, on raisonne intérêt général. C'est qu'est-ce que ça va apporter de bien à la force athlétique. Moi, j'ai aucun intérêt dans la discipline. Je ne suis pas athlète, je ne suis pas président de club, je ne suis pas président de ligue, je ne suis rien du tout. D'accord ? Je suis président de la fédération. Donc, mon but, c'est de prendre des décisions qui vont dans le sens de la discipline et dans le sens de la promouvoir. Qu'est-ce que va apporter un maillot de champion de France ? Honnêtement, à part permettre à celui qui le porte de se regarder le nombril. C'est pas mon but, je m'en fous de ça. Moi, je suis pas là pour encourager le narcissisme des athlètes. Moi, je suis là pour développer la discipline. Franchement, on va lui donner un maillot de champion de France. Mais il ne portera pas, puisque de toute façon, la compétition, elle est finie. Le Tour de France, il a un maillot jaune. Après, il continue les étapes, on le repère dans le peloton, etc. C'est vachement bien, c'est la promotion pour lui. Et on le repère. Nous, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour aller se balader au supermarché avec son maillot de champion de France? Quel est l'intérêt? Ou alors revenir l'année d'après avec le maillot de champion de France? Franchement, il n'y a aucun intérêt. Moi, honnêtement, les athlètes, s'ils veulent se floquer un maillot champion de France, en gros, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est pas moi qui dois initier ce genre de choses qui, à mon avis, n'apportent rien à la discipline, quoi. Sur les championnats de France, on peut voir sur d'autres disciplines, on fait un gros focus force athlétique parce que justement, c'est surtout des questions autour de la force athlétique. Il y a des cash prizes qui sont mis en place sur d'autres disciplines de la fédération, comme par exemple le functional training qu'on a vu très récemment. C'est prévu par exemple pour la force athlétique ou pas forcément? Alors, pour l'instant, c'est pas prévu. Est-ce que ça peut être mis en place? Oui, ça pourrait. Pour l'instant, il y a du cash prize sur des activités qui ne sont pas des activités que je dirais compétitives, avec attribution de titres plutôt. Le functional training, bon, on attribue un titre, mais ce n'est pas un titre de champion de France. Toutes les activités avec des titres de champion de France, il n'y a pas de cash prize. Il y a du cash prize sur des shows, on a du cash prize au Girl Power. Là, on a participé à Sheffield, il y avait des gros cash prize. Le functional training, on met du cash prize parce que ce sont les activités qui sont nées avec ça. Le functional training fonctionne parce qu'il y a du cash prize. Les shows, si on veut attirer les bons athlètes, il faut mettre du cash prize. Le but du championnat de France, c'est pas ça. Mais demain, si les partenaires sont plus importants à la fédération, à supporter la fédération, pourquoi pas mettre des cash prize ou faire des cadeaux aux personnes qui vont gagner. Maintenant, attention, hein, on a 8 catégories de poids de corps chez les hommes, 8 chez les femmes, donc rien que chez les jeunes, entre junior et subjunior, ça fait quand même déjà 32 catégories. Chez les Open, on en a aussi 16. Bon, ça fait beaucoup de personnes à récompenser, oui. D'accord ? Alors après, on pourrait parler de l'indice aussi, on pourrait récompenser à l'indice. Mais concrètement, c'est pas impossible, c'est pas dans les tuyaux à l'heure actuelle. C'est pas dans les tuyaux. On Ok, bon, c'est très clair de ce côté-là.
On parlait beaucoup des licences tout à l'heure. Quelque chose a changé notamment au niveau des licences. On revient un peu dessus. La fédération a retiré le certificat médical obligatoire. Pour quelle raison? Alors, ça c'est la loi. On ne va pas être plus royaliste que le roi. La nouvelle loi sur le sport n'oblige plus à avoir un certificat médical. Alors, sauf dans des activités à risque. La première qui me vient à l'esprit, c'est la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, il faut un certificat médical parce que là, il y a des risques très importants. En dehors de ça, que dit la loi? C'est la commission médicale qui décide si, oui ou non, le certificat médical deviendra obligatoire. Nous, on a consulté le médecin de la fédération, on a parlé avec lui, il nous a dit voilà, il n'y a pas de risque. D'ailleurs, quand on voit le niveau de cotisation d'assurance de la force athlétique, on n'est pas une discipline considérée à risque. Donc on a décidé de la retirer. Et puis alors, chez nous, il y avait une aberration. C'est que quand vous alliez pratiquer dans une salle privée, une salle commerciale, genre Basic Fit, etc., il n'y a besoin de rien. Et quand on va dans nos salles municipales qui sont adhérentes à la fédération, il faut un certificat médical. On se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire, on complique, on met des barrières à ceux qui veulent venir chez nous. Et ça, moi, aux membres du comité olympique, je l'avais entre autres exposé pendant les réunions qu'on avait et d'autres disciplines aussi. Donc le ministère nous a entendus. Aujourd'hui, en France, il y a un niveau médical très développé, les gens se soignent, etc. Donc il n'y a plus d'utilité d'avoir dans beaucoup de disciplines un certificat médical. Donc le ministère nous l'autorisant, on l'a retiré. Aujourd'hui, ce n'est plus une obligation. Donc en gros, si on va toucher du bois que ça n'arrive pas, mais si jamais il y avait un souci médical sur une personne, ça serait la responsabilité de la personne. Voilà, de la personne. À partir du moment où elle pratique dans des conditions qui sont normales, quoi. Normal. D'accord? Après, les patrons de salle restent toujours quand même les garants du bon fonctionnement de leurs activités. Mais une personne qui fait un arrêt cardiaque pendant une activité normale, le patron de la salle ne sera pas accusé, sa responsabilité ne sera pas mise en cause parce qu'il n'a pas demandé de certificat médical du fait que c'est plus obligatoire. Okay. Et notamment, on parle de la santé, mais il y a une question qui était revenue. Là, on peut rentrer peut-être un peu plus dans le détail, mais comment se déroule un contrôle antidopage? Alors, il y a deux types de contrôles antidopage. Il y a les contrôles pendant les compétitions, il y a les contrôles inopinés. Il faut savoir que la fédération ne maîtrise rien du tout dans le domaine des contrôles antidopage. Il faut arrêter les fantasmes sur la fédération, elle cache ou elle demande, etc. On ne maîtrise rien. Il y a un organe international qui s'appelle la WADA, la World Anti-Dopage Association. L'association, enfin l'AMA en français, hein, l'Agence mondiale antidopage. Je ne sais pas, association c'est agency, pardon. Ouais. World Anti-Dopage Agency. L'association, donc, enfin l'Agence mondiale antidopage. Elle est donc au niveau international, créée par en cheville avec le CIO, et cette AMA, elle a des organes dans chaque pays. En France, c'est l'AFLD, l'Association française de lutte contre le dopage. L'AFLD, c'est elle qui gère tout, mais tout de A à Z. Avant, quand il y avait des dopés dans la fédération, l'AFLD nous informait et on devait mettre en place une commission de sanctions pour les dopés, c'est nous qui les sanctionnions, etc. Aujourd'hui, c'est fini tout ça, c'est l'AFLD qui gère tout. Donc l'AFLD, elle débarque quand elle veut, n'importe où. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire si l'AFLD viendra faire des contrôles au championnat de France de jeunes. Je ne sais pas. Même moi, tant tout président que je suis pas au courant. Alors, ils vont se pointer peut-être tout à l'heure en disant « Bonjour, monsieur machin de l'AFLD, on vient faire des contrôles. » Donc, qui choisit? Il y a trois types, je dirais, de façon de faire. Soit le délégué de l'AFLD vient avec une liste nominative, je dis voilà, il veut contrôler monsieur machin, madame un tel, etc. Ça arrive. Parce que la FLD a des soupçons, elle a voulu faire un contrôle inopiné sur quelqu'un qui n'était pas là, il a fait un manquement à la dame, j'en parlerai tout à l'heure, donc on veut le contrôler. Voilà, c'est nominatif. Deuxième chose, il y a le médecin qui arrive en disant mon ordre c'est de contrôler le premier en 83, le premier en 105, le premier en 44 chez les filles. Voilà. Et puis il y a celui qui arrive en disant voilà, j'ai 12 contrôles, on fait ce qu'on veut.
Donc donnez-moi la feuille déqualifiée, il me la donne, puis il me dit qu'est-ce que vous en pensez. Moi je lui dis tiens, on contrôlerait bien celui-là parce qu'il n'a jamais été contrôlé, ou celui-là parce qu'on peut avoir des doutes. Ça c'est les 3 cas de figure. Mais après on s'occupe de rien. La FLD fait les analyses au laboratoire de Châtenay, quand il y a des dopés, ils nous informent et c'est eux qui les sanctionnent. Nous on s'occupe de rien. Ça rend le contrôle plus indépendant. Ah mais complètement. Moi j'ai aucune influence. Alors je peux leur téléphoner et leur dire je voudrais des contrôles à tel endroit parce que cela. Oui monsieur Atto, on vous a entendu, ok. Mais c'est eux qui décident. Ils peuvent venir comme ils peuvent ne pas venir. Et quand il y a quelqu'un dopé, je ne vais pas appeler en disant ouais, les mecs, allez-y doucement, etc. Ah, si je fais ça, c'est même pas la peine, on perd l'agrément demain matin parce que la FLD, ils appellent tout de suite le ministère. Deuxième type de contrôle, les contrôles inopinés. Essentiellement pour les membres des équipes de France. Les membres des équipes de France, ils sont ce qu'on appelle athlètes cibles, désignés par la WADA. La WADA gère toutes les disciplines et elle a des athlètes cibles. Lia, Pana, Noémie, Tiffany, Amélie, tous ces athlètes de l'équipe de France sont les athlètes cibles. Ils doivent remplir un agenda au minimum 3 semaines avant, où heure par heure, ils doivent dire où ils seront à telle date. Parce que la FLD ou l'AMA, parce qu'il y a les 2 organismes qui ne travaillent pas forcément ensemble, sont susceptibles de venir les contrôler n'importe où. Donc vous pouvez demander à Lia, à Pana, le matin, 6h du matin, gling gling, ils viennent chez eux, bonjour, la FLD, on vient vous contrôler. Ils sont pas levés, ils sont encore dans leur sommeil, et on y va pour un contrôle urinaire, contrôle sanguin, plus souvent urinaire, mais ça peut être sanguin aussi. Et ça c'est pareil, on ne maîtrise pas du tout. Ils peuvent venir pendant l'entraînement, ils peuvent venir au travail, puisque l'athlète donne heure par heure son emploi du temps. C'est une grosse charge pour l'athlète. Ah non, mais c'est une grosse charge pour l'athlète. Et vous avez des athlètes qui ont ce qu'on appelle des no-shows, c'est-à-dire que concrètement, ça arrivait que la FLD débarque parce qu'il leur avait dit qu'à telle heure ils étaient chez eux, et puis ils ont eu un empêchement, ils sont obligés de décaler leur entraînement, etc., puis ils sont à l'entraînement. Donc la FLD vient, ils se pointent, personne ne répond. L'agent, il dit voilà, j'ai été à telle heure, à tel endroit, chez monsieur machin, il n'était pas là. Avertissement pour l'athlète. Au bout de 3 avertissements, on est considéré comme étant dopé et on passe en commission. Donc c'est super sévère. Et ça, je pense que ce sont les meilleurs contrôles. Parce que il y en a certainement qui savent se doper, ça doit exister. Et qui font en sorte qu'au moment des compétitions, ils n'aient plus rien, etc. Mais quand il y a des contrôles inopinés, ça, on ne peut pas gérer. On peut débarquer à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Moi, j'ai vu même des cas où un athlète de l'équipe de France a été contrôlé 4 fois dans la même semaine. En 7 jours, il a été contrôlé 4 fois. Une fois par la WADA, une fois par la FLD, parce qu'ils ne se coordonnent pas. Chacun fait des contrôles comme il veut. Nous, on l'avait contrôlé parce que c'était obligatoire dans le cadre des World Games. Et il y avait les championnats de France en même temps. Et le médecin a voulu, dans la liste qu'on lui a donnée, le contrôler aussi. 4 fois dans la même... Bon, c'est pas toutes les semaines, hein, mais c'est déjà arrivé 4 fois dans la même semaine. Donc pour passer au travers des mailles du filet, parce qu'il y a toujours des rageux sur Internet qui disent que ouais, un tel est dopé, etc. Franchement, les athlètes de l'équipe de France pour se doper, il faut qu'ils soient des fins limiers s'ils y arrivent. C'est impossible, quasiment. Enfin... Avec les contrôles antidopage, avec les contrôles inopinés, c'est quand même super compliqué. Et ça fait des années qu'on n'a pas eu d'athlète de l'équipe de France rattrapé par la patrouille. Tant mieux. Non mais j'insiste bien parce que je suis pas sur les réseaux sociaux, mais on m'en parle. Ouais, un tel, de toute façon, il se dope, etc. Tous ces rageux là qui font ça sous anonymat parce qu'ils veulent jamais donner leur nom, bien sûr. Ceux-là, ils savent pas ce qu'ils racontent. Moi, je suis dans le milieu. Je peux vous dire que les athlètes français, ils sont très contrôlés. Et ils travaillent pour performer, hein, donc ils vont pas vouloir tricher, quoi. Ils sont passionnés et ils veulent progresser et faire... Aujourd'hui, il y a des gens en France qui vivent du powerlifting. Si demain ils sont dopés, mais c'est fini pour eux. Je sais pas, Pana, on va citer que lui. Pana, on sait très bien que Pana, il fait des vidéos, il donne des conseils, il vend des programmes. Il est maintenant, il a monté une société pour être le revendeur SBD. Imaginez que demain, il soit dopé. Mais Pana, c'est fini pour lui. Il n'a plus qu'à aller pointer à l'usine, quoi. Donc quel intérêt pour lui? Aucun. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais c'est les rageux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est comme dans tout. Dans le monde, il y a des gens grands, il y a des petits, il y a des beaux, il y a des moches, il y a des cons, il y a des intelligents. Il y a des forts, il y a des pas forts.
Non mais c'est ça. Quand vous prenez une fille comme Lia ou comme Tiff, des filles comme Lia ou comme Tiff, la première fois qu'elles ont touché une barre, elles ont fait des trucs extraordinaires. Moi j'ai vu Tiffany, pour sa première compète au Silent Worker, elle pesait 41 kilos, je crois qu'elle a fait 110 ou 115 au squat. C'est un phénomène de force. Ce genre d'athlète, quand il a une force naturelle très importante au départ, quand il est mis dans de bonnes mains avec des bons entraîneurs, on en fait ce que ça donne. C'est une des meilleures athlètes mondiales à l'heure actuelle. Mais pas parce qu'elle s'est chargée comme une bourrique, parce qu'elle a des qualités physiques extraordinaires, qu'elle est bien prise en main et qu'elle a une hygiène de vie importante. Des gens comme Hassan El Belghiti va avoir 48 ans. S'il s'était piqué le cul depuis 30 ans qu'il fait des compétitions, mais il serait déjà mort. Hassan, il est encore au sommet de son art. Pourquoi ? Parce que c'est un mec qui a une hygiène de vie d'enfer. Il faut suivre la vie d'Hassan El Belghiti. Il se lève toujours à la même heure. Il va travailler de telle heure à telle heure. Après, il va manger. Il fait la sieste. Il s'entraîne, etc. Il a une vie d'ascète, Hassan. Mais c'est ce qui fait son succès. Est-ce que tous les rageux qui sont sur Internet et qui disent qu'ils sont dopés, ils sont capables de mener la même vie qu'eux ? Non, eux, ils vont s'entraîner, ils vont faire 3 trucs et après, ils vont s'envoyer 3 bières. Ça ne marche pas pour être athlète de haut niveau. Donc, avant de critiquer, on regarde un petit peu ce que font les athlètes et on essaie de faire comme eux. Et ils changeront d'avis, à mon avis. Ok, merci Stéphane pour tout ça. Il y avait une question, c'était sur l'évolution de la force athlétique, mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé, notamment au début. Une question qui n'était pas dans la liste des questions, mais on m'a dit de te la poser quand même. Qu'est-ce que tu penses de ChatGPT ? J'ai appris l'existence de ChatGPT il y a une semaine. Okay. Je ne savais pas que ça existait. Non, mais moi, ça fait partie de l'évolution. Il ne faut pas refuser l'évolution. On peut être contre, on peut être pour. C'est comme l'évolution de la force athlétique. La force athlétique, elle évolue complètement. On peut être contre l'évolution. Mais je veux dire, moi, en tant que président, je n'ai pas à aller à l'encontre de ça. Les réseaux sociaux, par exemple, moi, j'y suis pas. Je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte Instagram, j'ai rien du tout. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais en tant que président, c'est pas mon avis qui compte. Je sais très bien, j'ai bien compris que c'était un outil indispensable au développement de notre discipline. Donc, je veux dire, ça fait partie de l'évolution. On peut refuser l'évolution, c'est clair. Mais je ne vais pas mettre un gilet jaune et aller faire le con dans la rue parce qu'il faut refuser l'évolution. Non, l'évolution, elle est là. Il faut l'accompagner, l'évolution, et faire en sorte que la discipline soit, soit toujours à la pointe et qu'elle évolue avec son temps. Mon avis, il ne compte pas. Moi, je suis là pour impulser. Et donc, j'ai bien compris qu'il y avait des choses qui étaient indispensables au développement de la discipline et il faut les accompagner. Il ne faut pas les refuser. ChatGPT, j'ai appris ce que c'était il n'y a pas très longtemps. Ouais, ça fait partie de l'évolution de tout, quoi. Et de toute façon, l'évolution, elle est inéluctable. Donc, il ne faut pas la refuser. Il faut, encore une fois, l'accompagner et faire en sorte que ce qu'on gère, eh bien, ça soit la force athlétique soit la mieux disposée à vivre dans le monde dans lequel elle évolue. Ok, eh ben, je pense que c'est clair. Quelque chose à rajouter Oui, il y avait une question sur les vétérans, oui, c'est vrai, les masters, qui nous demandaient pourquoi on ne fait pas la même chose pour les masters que pour les jeunes. On fait la même chose pour les masters, sont au même niveau que les autres jusqu'au niveau national. C'est-à-dire qu'au niveau régional, on organise des compétitions pour eux. Au niveau national, les championnats de France Master, on amène exactement la même chose que pour les autres compètes. Il faut savoir que quand on organise une compétition, tout le matos que Dédé amène, les chargeurs, etc., ça coûte entre 12 et 15 000 euros à chaque finale nationale. La finale Master, elle nous coûte autant. Donc pour les Masters, on fait exactement la même chose que les autres jusqu'au niveau national. Ce qui concerne 90% des masters. Après, il y a l'international. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Qu'est-ce que le sport ? N'oublions pas qu'on est une fédération agréée et délégataire. Ça donne des droits, mais aussi des obligations. On respecte les directives du ministère. Qu'est-ce que le sport pour les plus de 40 ans, pour le ministère ? C'est de l'animation. C'est le sport pour tous. C'est le sport santé. Ma mission de président, c'est faire en sorte que les athlètes de plus de 40 ans continuent à faire du sport, continuent à avoir des activités physiques pour se maintenir en forme. Ça, c'est ma mission. L'international, ce n'est pas le rôle du ministère. L'international, pour les masters, c'est leur truc à eux. C'est les satisfactions personnelles. Je veux dire, on peut comparer les niveaux. Quand vous voyez les niveaux des équipes de France
senior et les niveaux d'équipe de France master, il y a un monde, il y a un fossé, ça n'a rien à voir. Aucune discipline en France ne finance ses masters à l'international. Et j'irais même jusqu'à dire dans le monde. Mais en France, c'est sûr. Si demain, je commence à filer du pognon au master, le ministère il va me dire « Monsieur Atto, vous êtes bien gentil, mais l'argent que vous consacrez pour les masters, mettez-le ailleurs, parce que nous, sinon, on va vous diminuer les subventions. » D'accord ? L'international aujourd'hui, de haut niveau, international de haut niveau, c'est financé en grande partie par le ministère. Nous, on rajoute un peu. Bon. Mais les masters, on n'est pas là pour développer le sport international, les compétitions internationales chez les masters. On les aide. On a mis à leur disposition 2 personnes. Christine Le Cellier s'occupe d'organiser les compétitions de développé couché master. Nathalie Ferraud s'occupe de développer les compétitions de force athlétique master. Et elle s'occupe de toute la logistique. C'est déjà beaucoup. Après, on n'a pas à aller plus loin. On ne va pas donner de l'argent pour que les masters aillent faire des compétitions à l'international. Ça n'a pas de sens. Ou alors sinon, on met en place des sélections. Et là, les sélections, je vais m'occuper des minima, ça va être radical. Hein, il va y avoir des cris, des grincements dedans, et ils vont me demander de revenir en arrière. Donc, ce n'est pas le but. On les laisse partir à l'international parce que ça les intéresse, mais ils financent. Nous, on n'a pas à financer ce genre d'activité. Donc, j'ai rien contre les masters. C'est très bien qu'ils fassent du sport. Ma mission est qu'ils en fassent jusqu'au niveau national. Sport pour tous, sport santé. Ça, c'est ma mission qui m'a été confiée par le ministère. C'est dans la délégation. Le sport international, ce n'est pas ma mission. On les accompagne, on les laisse faire. Il faut voir, quand ils partent à 30, ils partent à 40 des fois. On ne va pas financer ça. Surtout que ça coûtait cher. Ouais, et le niveau n'est pas du tout le même. Et puis honnêtement, c'est un sport de riches. À l'international, comme personne finance, qui va à l'international? Ceux qui ont les moyens. Donc vous n'avez pas la concurrence qu'il y a non plus dans les autres, dans les activités juniors et les activités seniors, où c'est financé en général par les pays et les ministères. D'accord ? Les Russes, les Ukrainiens, tous les pays, je dirais, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup en dessous d'une autre, ils ne viennent pas. Or, pourtant, il y a des athlètes de très grande qualité. Donc la concurrence n'est pas la même. Donc on est content que les masters ils ramènent des titres de l'international. Ok, mais ce n'est pas ma mission qui est confiée par le ministère. Voilà. Ok, donc voilà c'est la réponse pour les personnes master qui aient posé la question. Il y a eu un bon débat notamment dessus sur Facebook. Vous pouvez le retrouver en commentaire si jamais. Merci Stéphane d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que tout le monde en aura appris un peu plus, notamment vis-à-vis des questions qu'on a posées. Si jamais on a manqué à quelques questions, n'hésitez pas à le mettre juste en dessous dans les commentaires. Comme ça on pourra ajouter quelques... Et puis on pourra en faire. Moi je suis prêt à répondre à toutes les questions et faire quelques interviews comme ça régulièrement pour répondre aux interrogations. Et n'oubliez pas que mon numéro de téléphone, il est partout, on peut m'appeler. Alors quand c'est un numéro que je ne connais pas, je ne réponds pas. Mais on me laisse un message et je rappelle. Et puis je suis quasiment dans toutes les finales. On peut venir me poser les questions de toutes les finales, je réponds à toutes les questions. Eh bien super Stéphane. Voilà. Eh bien merci beaucoup. De rien. Passe une bonne fin de journée. Merci toi aussi. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt.